Cette semaine, on visite un château fort perché sur un rocher en plein milieu de la mer. C'est le Fort Boyard du Finistère. On prend le bateau ensemble. Bienvenue au château du Taureau. Cité Légende Bretagne, bonjour! On va partir au château du Taureau. Je vous accueille aujourd'hui à Plouézoc, en baie de Morlaix, sur une petite île qui porte un château fort de plus de 3 siècles, le château du Taureau. Pour rejoindre le château du Taureau, deux possibilités s'offrent à vous. Vous prenez le bateau, soit au port du Dibène à Plouganou, soit au port de Carantec. Dans tous les cas, le bateau est obligatoire car vous ne pourrez pas y accéder à pied, même à marée basse. Nous, on prend le bateau au port du Dibène à Plouganou. On n'a pas de chance, il pleut. Mois de juin en doudoune, c'est un peu frustrant. Mais c'est pas grave, le bateau a une partie abritée qui peut accueillir tout le monde. Et à ce propos, c'est bien l'avantage que nous offre de prendre le bateau, car le nombre de visiteurs est limité de fait, et vous ne serez jamais envahi par un nombre incalculable de touristes qui vous gâcheraient la vue. Je viens de faire un jeu de mots avec vue. Oui, bon, allez hop, c'est parti. Pour la visite du château avec le trajet en bateau, on a payé 21 € la place adulte et 11 € la place enfant. Il existe des visites avec des animations, donc plus chères, mais on vous propose aussi des réductions en fonction de trucs que vous irez voir sur le site du Château du Taureau. Je vous mets le lien cliquable en description. L'aventure commence dès le port, car lorsque nous sommes en mer, le commandant de bord nous raconte déjà de belles histoires sur la baie de Morlaix. Le trajet fait à peu près 20 minutes. L'idée de la construction d'un fort en baie de Morlaix germe à la première moitié du XVIe siècle. À cette époque, Morlaix est en plein essor, le port de Morlaix carbure à fond, c'est le 3e plus grand port de commerce de la Bretagne. La région est riche d'un grand patrimoine architectural et d'une culture très prisée, le lin. C'est simple, Morlaix fournit l'Angleterre et les colonies espagnoles. La baie de Morlaix est donc au XVIe siècle une région riche. Les paysans, les ouvriers, tous les corps de métier finalement ne manquent pas de travail grâce à la culture, au tissage et à la vente du lin, en plus d'autres produits qui s'exportent très bien comme les chevaux, le cuir ou le papier. La région est riche et prospère et ça attire la piraterie et la convoitise de pays étrangers comme l'Angleterre. Et oui, on a un lourd passif avec nos amis les Anglais. Nous n'avons pas toujours été amis avec eux. En 1522, 60 navires anglais débarquent en baie de Morlaix. Ils accostent et là, ils pillent, ils brûlent la ville. Les habitants, épuisés, terrifiés, prennent la plume et décident d'écrire au roi de France afin de lui demander l'autorisation de construire un fort afin de mieux les protéger contre l'invasion des méchants. Le roi en question, c'est François Ier, qui est l'époux de Claude de France, qui n'est autre que la fille d'Anne de Bretagne. Claude de France et François Ier qui aboliront l'indépendance de la Bretagne. François Ier répond favorablement aux Morlaisiens, mais à une condition, c'est eux qui payent l'addition. Un premier fort est construit sur l'île du Taureau en 1522, payé par les habitants du coin, qui se relèvent d'ailleurs tout juste du saccage anglais. L'île du Taureau s'appelle comme ça parce que on ne sait pas trop, il y a 3 théories. Soit c'est une île qui ressemble à un taureau, soit le bruit de la mer autour de l'île fait un bruit de taureau, c'est dans les théories, soit on a retrouvé un jour lointain une tête de taureau sur cette île. Le fort est ensuite rénové, agrandi au XVIIe siècle sous Louis XIV. Ça y est, le bateau accoste au château du Taureau. Pour y entrer, on passe par un pont-levis vraiment impressionnant, je trouve, et la porte est refermée derrière nous, par mesure de sécurité. Nous avions de la pluie, mais les vents n'étaient pas bien forts. On peut tout de même imaginer le danger si quelqu'un s'aventurait seul sur le ponton d'embarquement par tempête. Nous sommes accueillis ensuite par une animatrice qui nous raconte l'histoire du fort. Et ensuite, c'est quartier libre. On peut explorer le château librement de fond en comble pendant 1 heure. Et je peux vous dire qu'on en a profité. C'est une visite faite pour tous, les passionnés d'histoire, d'architecture, les touristes qui cherchent un peu d'aventure et de dépaysement, et puis aussi les enfants. Car en circulant librement dans le fort, on peut imaginer tous les scénarios de bandits, de pirates et de chevaliers possibles. On cherche à aller là où les autres ne sont pas, on peut se cacher, explorer, s'inventer tous les jeux du monde.
Et si on manque d'inspiration, pas de problème, dans certaines salles du premier étage, des jeux sont installés. 2 et 3, à toi. 2. Tout est fait pour le confort et la joie de tous. Oh, les pièces des géants. Et à ce propos, si l'exploration libre, c'est pas votre truc, il existe des animations encadrées avec un guide, des excursions comptées le soir ou le matin, et l'équipe vous propose même une animation avec un pirate. Mais au fait, à quoi il servait vraiment ce château ? Le premier intérêt d'un tel fort en mer, on l'a vu, est de protéger la baie de Morlaix des pirates, des voleurs, saccageurs, incendiaires, pilleurs, pyromanes des Anglais. Et le château du Taureau remplit cette mission avec succès. Des batteries de canons y sont installées, en plus de ceux installés sur les côtes de la baie de Morlaix allant de Plougasnou, Plouézoc et jusqu'à Roscoff. Et toutes les gares communiquent entre elles grâce à des signaux de fumée, de feu ou de pavillon. Ah, la surveillance est rodée, hein. Aucun navire ne peut passer sans être à portée d'une milice garde-côte et de leurs canons. Voilà, ça c'est la première mission du château du Taureau, mais ce n'est pas tout, car à partir de 1721, le château du Taureau a une nouvelle fonction, il devient une prison. Et vous savez ce que les prisonniers ont commis comme crime pour être emprisonnés au château du Taureau ? Vous devinerez jamais. Le château du Taureau devient une prison à partir de 1721 et les prisonniers le sont à la demande de leurs familles respectives pour cause de mauvais comportements ou de déshonneur. Ivrognerie, bassesse, friponnerie. Il y en a qui ont été emprisonnés pour avoir critiqué l'augmentation des impôts. C'est-à-dire que là, nous, on serait tous enfermés. Vous voulez enfermer quelqu'un de votre famille qui a eu un mauvais comportement, vous voulez l'emprisonner au château du Taureau ? Pas de problème. Pour cela, vous prenez votre plus belle plume et vous écrivez au roi. Vous formulez votre demande, vous expliquez la raison pour laquelle vous voulez enfermer votre fils, n'importe qui, de votre famille. Le roi vous donne son accord et ensuite, vous sortez bien entendu le portefeuille. Il faudra payer tous les ans. Alors attention, le prisonnier, il est quand même bien loti. On lui offre des repas avec de la viande, des fruits, du fromage, du vin, des salades. Voilà, ce ne sera pas le pire des bagnards, hein, mais si vous oubliez de payer tous les ans, eh bien, le prisonnier sera relâché. À la fin du XVIIIe siècle, le château du Taureau accueille une autre sorte de prisonniers, ceux opposés à la couronne, des révolutionnaires, des réfractaires au royaume. Alors eux, ils n'avaient pas la viande, le vin, le fromage, les fruits de saison, la salade, tout ça. Non, eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de paille pour pouvoir se faire un petit lit. Les conditions de détention étaient extrêmes. Alors, petite parenthèse, qui, d'après vous, dirigeait le château du Taureau ? Qui en était le directeur ? Eh bien, entre 1542 et 1562, c'était des personnes qui étaient nommées, mais à partir de 1563, c'était les maires sortants de la ville de Morlaix. Et le premier maire sortant, qu'on appelait aussi des procureurs syndics, s'appelait Offray Quaille. C'est mon aïeul. Pour ceux qui lisent pas les descriptions, je m'appelle Maude Quaille et je suis la descendante du premier maire de Morlaix. C'est fou, incroyable, tout ce qu'on veut. On peut s'en foutre aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais en allant au château du Taureau, c'était la première fois que j'y allais, hein, j'avais l'impression, en passant le pont-levis, de marcher un petit peu sur les traces de mon histoire. J'avais l'impression que mon histoire s'ancrait un petit peu dans ce château, alors que je n'ai jamais participé à rien du tout, hein, bien sûr. Mais voilà, j'avais cette sensation étrange d'appartenir à un petit peu de ces pierres et voilà, j'avais envie de vous le partager. Voilà, fin de la parenthèse. Le château du Taureau est classé monument historique en 1914 et en 1930, l'État loue le château à une particulière qui s'appelle Madame de Vilmorin. Mélanie de Vilmorin est une riche veuve de la région. Elle loue le château du Taureau pour la modique somme de 1000 anciens francs par an à l'État. 1000 anciens francs, c'est équivalent à 663,27 €. J'ai été voir sur Internet en prenant en compte l'inflation, tout ça. Ce n'est pas très cher, me direz-vous, oui, mais elle a la responsabilité en échange de prendre en charge les travaux de rénovation du château.
à sa charge. Et pourquoi elle loue le château du Taureau, Madame de Vilmorin, en 1930 ? Parce que sa vie, c'est Saint-Tropez. Madame de Vilmorin possède un yacht de 8 mètres de long sur lequel elle se pavane avec ses amis faisant la fête et elle les emmène dans son château fort pour des nuits endiablées dont on ne veut pas connaître les détails. Si vous voulez peut-être, mais en fait je ne les ai pas. Les détails. 30 ans plus tard, en 1960, le château du Taureau connaît un autre destin, change de vie, si vous ne devinerez jamais, il devient une école de voile. Cette école fonctionne comme une colonie de vacances, c'est baba cool, mais tout le monde contribue à l'intendance, à l'organisation interne de la colonie, de l'école de voile. 20 ans plus tard, en 1980, cette école de voile ferme ses portes et le château du Taureau commence peu à peu à se dégrader, à tomber en ruine, mais c'est sans compter 9 communes de la baie de Morlaix qui s'unissent en association, qui toquent à la porte de la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, Chambre de commerce et d'industrie qui est l'actuel gestionnaire du château du Taureau, qui porte un projet de rénovation et le donne à l'État, l'État qui financera la rénovation du château du Taureau. Les travaux sont mis en œuvre. En 2006, le château du Taureau est ouvert au public. Chacun peut vivre désormais son histoire au château, au détour d'escaliers, d'une ribambelle de petits couloirs, de petites pièces et de recoins secrets dans lesquels on peut s'imaginer toute forme d'aventure, de piraterie ou de chevalier. Vous découvrez le château librement depuis le rez-de-chaussée jusqu'au sommet où la vue panoramique est époustouflante. Vous avez accès à la merveille du Taureau. C'est l'heure de repartir au port du Liben. Le bateau nous ramène et les vagues nous bercent comme l'aventure du Taureau aura bercé notre imagination. Le capitaine de bord nous salue d'un kenavo arvéchal et nous posons le pied sur la terre ferme avec l'intention de revenir un jour saluer ce majestueux témoin du passé morlaisien. Mais avec un meilleur temps, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le partage, le commentaire, le j'aime, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis kenavo arvéchal.